Chapitre 4. Raynor, tour du mont Gwynthog. Troisième ère, novembre 3010. Celui qui prononça ces mots était un grand vieillard à la barbe blanche, vêtu d'un manteau gris-argent au capuchon rejeté en arrière. Il était debout et s'appuyait du bout des doigts à une table noire, ovale, autour de laquelle avaient pris place, dans de hauts fauteuils, 4 silhouettes à demi cachées dans l'ombre. Son discours avait visiblement porté. Le conseil était de son côté. À présent, ses yeux bleu foncé, pénétrants, qui offraient un contraste frappant avec son visage parcheminé, étaient fixés sur un seul des 4, celui avec qui il devait maintenant mener bataille. Ce dernier était assis un peu en retrait, comme s'il prenait d'avance ses distances d'avec les autres membres du conseil, et serrait autour de lui son manteau d'une blancheur éblouissante. Il paraissait transi de froid. Mais il se redressa, agrippé au bras de son fauteuil, et sous les voûtes sombres résonna sa voix profonde et douce. « N'as-tu donc pas pitié d'eux ?»« De qui ?»« Des gens. Des gens, Gondrelf. D'après ce que j'ai compris, tu as condamné à mort pour des raisons supérieures la civilisation du Kargatsar. Mais la civilisation, c'est avant tout ceux qui la portent. Donc il faut les anéantir aussi, et jusqu'au dernier, c'est cela. La pitié est mauvaise conseillère, Aruman. Tu as pourtant regardé dans le miroir en même temps que nous. » Gondrelf désigna l'objet qui était au milieu de la table et ressemblait plutôt à un grand plat empli de mercure. « Beaucoup de voies mènent à l'avenir, mais quelle que soit celle que prendra le Kargatsar, avant 3 siècles, il se heurtera aux forces de la nature, que personne alors ne pourra dompter. Ne veux-tu pas regarder encore une fois comment, à la vitesse de l'éclair, ils réduisent en cendres tout le moyen pays et l'Extrême-Orient avec elle ? Tu as raison, Gondrelf. Et ce ne serait pas honnête de nier une telle possibilité. Mais alors il te faudra anéantir aussi les nains. Ce sont eux qui ont jadis réveillé l'horreur des abîmes, et toute notre magie a eu bien du mal alors à l'empêcher de faire irruption à la surface. Mais ces grigous barbus, comme tu le sais, sont têtus comme des mules et absolument pas disposés à tirer les conséquences de leurs erreurs. Bon, laissons ce qui n'est pas possible et parlons de ce qui est indispensable. Si tu ne veux pas regarder dans le miroir, vois au moins les colonnes de fumée au-dessus des hauts fourneaux de leur fonderie de cuivre. Va te promener dans les déserts de sel en quoi ils ont transformé les terres à l'ouest du lac Ergen-Nour. Et essaie donc de trouver sur ces 500 000 carrés ne serait-ce qu'un brin d'herbe verte. Mais tâche de ne pas t'y trouver un jour de grand vent, quand la poussière de sel, dense comme un mur, balaie la plaine de Kargatsar et étouffe toute vie. Et tout cela, remarque bien, ils ont pu le faire à peine sortis du berceau. Qui sait ce qu'ils pourront inventer ensuite ? Voyons, Gondrelf, un enfant dans la maison, c'est toujours le chaos. Il souille ses langes, casse ses jouets, démonte la montre du père et que dire quand il est plus grand ? Une maison sans enfants, c'est une vraie merveille. Ordre, propreté. Mais en général, cela ne fait pas le bonheur de ses occupants, et d'autant moins quand ils vieillissent. J'ai toujours été surpris, Aruman, par ton habileté à retourner comme un gant les arguments d'autrui, et par l'habile casuistique que tu emploies à réfuter des vérités évidentes. Mais à présent, je le jure par les palais d'Altari, ton numéro ne passera pas. Le moyen pays, c'est une multitude de peuples qui vivent actuellement en accord avec la nature et les enseignements des ancêtres. Ces peuples et tout ce qui fait leur vie sont menacés de mort, et je considère qu'il est de mon devoir d'écarter ce danger à tout prix. Le loup qui vole une brebis de mon troupeau a ses raisons, mais je n'ai aucune intention d'adopter son point de vue. Je suis tout autant que toi préoccupé du sort des gens du Camnor et de Tarpani, mais je vois un peu plus loin. Comment pourrais-tu ignorer, toi, un membre du Conseil Blanc, que le volume des connaissances magiques ne peut, par nature, augmenter au-delà de ce qui a été donné jadis par Farga et Krilé. Tu peux les perdre plus ou moins vite, mais personne ne peut inverser le processus. Chaque génération de mages sera plus faible que la précédente, et tôt ou tard, les hommes resteront seuls avec la nature. C'est alors qu'ils auront besoin de la science et de la technologie. Si tu ne les as pas anéantis avant, bien sûr. Ils n'ont nul besoin de ta science. Elle détruit l'harmonie du monde et dessèche leur âme. Je te ferai remarquer que de la part de quelqu'un qui s'apprête à déclencher une guerre,
Ses conversations sur l'âme et l'harmonie sont un peu ambiguës. Quant à la science, elle n'est pas dangereuse pour eux, mais pour toi, ou plutôt pour ton amour-propre maladif. En fin de compte, nous, les mages, nous nous bornons à utiliser ce qu'ont créé nos prédécesseurs, tandis que les hommes sont les créateurs d'une connaissance nouvelle. Nous sommes tournés vers le passé et eux vers l'avenir. Jadis, tu as choisi la magie. Et c'est pourquoi tu ne franchiras jamais la frontière tracée par les altars, tandis que dans la science, le progrès des connaissances, donc la puissance, est véritablement illimité. Tu es rongé par la forme la plus terrible de la jalousie, celle de l'artisan pour l'artiste. C'est certainement un très bon motif pour tuer. Tu n'es ni le premier, ni le dernier. Tu n'y crois pas toi-même, dit tranquillement Gondrelf en haussant les épaules. Aruman hocha tristement la tête. Je n'y crois pas. C'est bien possible. Tu vois, ceux qui sont mus par l'avidité, la soif du pouvoir ou l'amour-propre blessé, ce n'est encore que demi-mal. Il leur arrive d'avoir des remords. Mais il n'y a rien de plus effrayant qu'un idéaliste aux yeux clairs qui a décidé de faire le bien de l'humanité. Celui-là plongera le monde dans un bain de sang. Il en aura jusqu'aux genoux et ne s'ira pas. Ces gens-là adorent le dicton « Il y a des choses plus importantes que la paix et plus terribles que la guerre ». Tu le connais aussi, non? Je prends la responsabilité sur moi, Aruman. L'histoire me donnera raison. Pour ça, aucun doute. Car l'histoire sera écrite par ceux qui vaincront sous ta bannière. Il existe des recettes éprouvées. On présentera le Kargatsar comme l'empire du mal voulant réduire tout le moyen pays en esclavage. Et tous ses habitants comme des morts-vivants chevauchant des loups-garous et se nourrissant de chair humaine. Mais ce n'est pas de l'histoire que je parle. C'est de toi. Permets-moi de manquer de tact et de répéter ma question au sujet des hommes qui détiennent le savoir de la civilisation du Kargatsar. Qu'il faille les tuer, pas au figuré, mais très concrètement, cela ne fait pas de doute. La mauvaise herbe doit être extirpée jusqu'à la racine. Sinon, l'entreprise n'a pas de sens. Alors, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si tu auras le courage de participer personnellement à cet arrachage. Oui, c'est cela. Leur couperas-tu la tête de tes propres mains? Tu ne dis rien. C'est toujours la même chose avec les bienfaiteurs de l'humanité. Faire des projets sur la solution finale de la question kargatsarienne, vous êtes partant. Mais quand il faut passer à l'acte, plus personne. Il vous faut des exécutants, pour ensuite pouvoir se défausser sur eux en faisant la grimace. Tous ces abus, ce sont eux. Arrête de faire de la démagogie, Aruman, jeta avec irritation un participant en manteau bleu. Et regarde plutôt le miroir. Même un aveugle verrait le danger. Si nous n'arrêtons pas le Kargatsar immédiatement, nous ne pourrons plus jamais le faire. Avec les années, ils feront leur révolution industrielle. S'apercevront qu'on peut utiliser un mélange de salpêtre à autre chose qu'à faire des feux d'artifice. Et alors tout sera perdu. Leurs armées seront invincibles et les autres pays se bousculeront pour emprunter leurs acquisitions, avec tout ce qui s'ensuit. Si tu as quelque chose à répondre, parle. Tant que je porte le manteau blanc du chef du conseil, vous devrez écouter tout ce que je crois utile de dire, coupa Aruman. D'ailleurs, je ne ferai même pas allusion au fait qu'en décidant de régler le sort du monde, vous usurpez tous les quatre un droit qui n'a jamais appartenu aux mages. C'est peine perdue. Restons à un niveau qui vous est accessible. L'indignation. Tel aurait pu être le titre de la pantomime expressive effectuée par ses contradicteurs. Mais Aruman ne se souciait déjà plus de diplomatie. D'un point de vue technique, le plan de Gondrelf, étouffer le Kargatsar par une guerre longue et un blocus de ravitaillement, n'a pas l'air trop mauvais. Mais il a une faille. Pour vaincre dans ce genre de guerre, et elle sera acharnée, la coalition anti-Kargatsar ne peut se passer d'un allié puissant. Et le plan se propose donc de réveiller les puissances endormies depuis l'époque précédente, d'avant l'apparition des hommes. Les habitants des forêts enchantées. Cela seul est déjà une folie, car ils n'ont jamais servi personne d'autre qu'eux-mêmes. Mais cela ne vous suffit pas. Pour que la victoire soit certaine, vous avez décidé de leur confier, pour le temps de la guerre, le miroir. En effet, seul peut s'en servir pour prévoir les opérations militaires celui qui y prend part lui-même.
C'est une folie à la puissance 2. Mais je suis prêt à envisager même cette variante à la seule condition que mon collègue Gondrelf réponde de façon intelligible à cette seule question. Comment pense-t-il récupérer ensuite le miroir ? Gondrelf eut un geste négligent de la main. J'estime qu'il faut résoudre les problèmes à mesure qu'ils se posent. Et pourquoi devrions-nous supposer qu'ils ne voudront pas rendre le miroir ? À quoi pourrait-il leur servir ? Il y eut un silence. Aruman ne s'attendait pas à une aussi monumentale stupidité. Ainsi, ils pensent tous que c'est ce qu'il faut faire. Il eut l'impression qu'il se débattait dans de l'eau glacée, que l'instant d'après, il allait être entraîné sous la glace de Mars rompue sous son poids. « Ragnarat, tu veux peut-être dire quelque chose ?» Cela ressemblait à un appel au secours. La silhouette brune sursauta, comme un élève surpris à copier par le maître d'école, et le fautif essaya gauchement de cacher sous sa manche quelque chose sur la table, devant lui. On entendit un gloussement indigné, et un bébé écureuil grimpa comme l'éclair le long du bras de Ragnarat, qui apparemment avait joué avec lui pendant toute la durée du conseil. La petite bête voulut se percher sur l'épaule du mage forestier, mais ce dernier, tout penaud, fronçant son sourcil broussailleux, lui chuchota quelque chose à l'oreille, et l'écureuil disparut docilement dans les plis de son manteau. Aruman, très cher, pardonne au vieux que je suis, je n'ai pas... À vrai dire, je n'ai pas très bien compris. Mais ne vous disputez pas, voulez-vous? Si nous commençons à nous chamailler, qu'est-ce qui va se passer dans le monde, hein? Vous êtes bien d'accord? Pour eux, ceux des forêts enchantées, excuse-moi, mais tu es peut-être un peu trop... Eh bien, c'est-à-dire... Je me souviens quand j'étais jeune, j'en ai vu de loin, bien sûr. Alors, d'après moi, ils sont bien, très bien même. Bon, évidemment, ils ont leur bizarrerie, mais qui n'en a pas, hein? Et puis, avec les petits oiseaux, toutes les bêtes, ils ont toujours été comme des frères, et pas comme les Kargatsariens. Enfin, c'est ce que je pense, alors... Et voilà, conclut Aruman pour lui-même. Et il se passa lentement la main sur le visage comme pour essayer d'enlever une toile d'araignée, son immense fatigue. Le seul dont il espérait l'aide. Et il n'avait plus la force de lutter. C'était fini. Il était sous la glace. La voix de Gondrelf suintait d'un faux respect. « Tu n'es pas en minorité. Tu es tout seul, Aruman. Tous tes avis nous sont infiniment précieux, cela va de soi. Examinons maintenant ce que nous allons faire en ce qui concerne le miroir. C'est vrai que la question est délicate. Ce sont tes problèmes à présent, Gondrelf. » répondit Aruman d'une voix calme mais ferme, en dégrafant la boucle de Maotran du col de son manteau. « Cela fait longtemps que tu convoites le manteau blanc. Prends-le. Fais tout ce que vous jugerez nécessaire. Moi, je quitte le conseil. » « Alors ton bâton perdra son pouvoir, tu le sais !» cria Gondrelf derrière son dos. Il était totalement pris au dépourvu et ne comprenait plus son vieil adversaire. Aruman se retourna et embrassa une dernière fois du regard la salle ténébreuse du Conseil blanc. Un pan du manteau coula de son fauteuil à terre comme l'eau d'une fontaine argentée par la lune. Le Maotran de la boucle lui envoya un dernier éclat et s'éteignit. Ragnarat, qui se précipitait vers lui les bras ouverts, se figea à mi-chemin. Le mage était d'un coup devenu petit et malheureux, comme un enfant qui se trouve impliqué dans la querelle de ses parents. C'est alors que ses lèvres prononcèrent une phrase qui, de nouveau, de façon étonnante, coïncida avec ce qui avait été dit dans un autre monde. « Ce que vous avez fait est pire qu'un crime. C'est une faute. » Et quelques semaines plus tard, le service de renseignement du Kargatsar rapporta qu'à la lisière des forêts du Nord étaient apparus, venus d'on ne sait où, des elfes, créatures élancées, aux cheveux dorés et aux voix mélodieuses, avec des yeux glacés jusqu'au tréfonds.